Les solutions qui sont en place, elles ont été conçues pour des problèmes d'il y a 4 ou 5 ans. Alors donc l'IA, c'est un peu comme Internet il y a 35 ans ou dans 2 ans. Les agents IA seront répondus de manière beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que les solutions modernes doivent également adopter l'IA. Par contre, ce qui reste, c'est d'élever le zéro trust au niveau de l'application. Et ça, c'est essentiel pour les entreprises en 2025. L'identité, c'est le cœur de la sécurité. 70% des attaques sont faites à partir de l'usurpation de l'identité. Bonjour Jean-François Pruvot, bienvenue à l'émission L'Angle d'attaque, l'émission business, stratégie et cybersécurité de Risk Intel Media. Vous êtes Regional VP Europe du Sud de Savint. Qu'est-ce que c'est que Savint ? Savint, c'est un acteur américain qui a eu cette vision en 2015 de proposer la gestion des identités depuis le cloud. Et on a construit notre succès sur cette vision qui s'avère aujourd'hui un must-have pour la plupart des entreprises. Justement, en parlant de Savint, donc je comprends qu'aujourd'hui sur le marché, on a l'émergence de l'IA, tout le monde en parle dans différents secteurs, c'est une révolution en soi. Comment aujourd'hui Savint se positionne vis-à-vis de l'IA ? Alors donc l'IA, c'est un peu comme Internet il y a 35 ans, hein, donc ça prend un peu de cours toutes les entreprises. Il y a 3 ans, on parlait très très peu de l'IA. Maintenant, c'est au cœur de toutes les préoccupations, à la fois des clients de nos clients, mais également des fournisseurs. Tout le monde vient avec sa solution IA, et donc Savint l'a compris, puisqu'on l'inclut depuis 5 ou 6 ans dans nos solutions, et on vient de donner un coup d'accélérateur avec des nouvelles versions de notre plateforme qui intègrent l'IA pour donner plus d'efficacité à nos clients, qui permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs, et puis qui offre aussi également plus de sécurité. Et récemment, en termes d'actualité pour Savint, on vient de lever 700 millions de dollars pour justement financer cette innovation qui se retrouve dans tous nos produits, dans notre plateforme, pour le bénéfice de nos clients. Donc en fait, l'IA, Savint l'adopte sur 3 leviers. Déjà, pour son usage interne, hein. Donc nous, on est des grands clients de l'IA pour à la fois la conception de nos solutions, donc l'écriture de code, pour aussi assurer le test de nos plateformes, et puis également pour assurer le support de nos clients. Et puis, bien évidemment, on augmente nos produits avec l'usage de l'IA, puisque l'identité, hein, notre domaine, pour les entreprises, c'est des centaines de milliers d'identités à gérer. Ça peut être des millions de combinaisons. Donc, on est sur des volumes et des données qui, par nature, sont très silotées, très dispersées dans les systèmes. Et seule l'IA va permettre de nettoyer, agréger et traiter de manière efficace tous ces volumes de données. Alors finalement, au vu de ce que vous êtes en train de m'expliquer, vous avez été un peu précurseur quelque part, parce que l'IA, on en a, nous, grand public, parlé depuis quoi ? Peut-être 3 ans, 4 ans, mais vous, ça fait déjà 6 ans que vous travaillez un peu sur le projet, sur l'intégration de l'IA dans le cadre de la cybersécurité. Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on a des produits qui sont d'ores et déjà disponibles, hein. Ce n'est pas une promesse, hein, c'est déjà embarqué dans nos solutions, et on accompagne les entreprises qui déploient des agents, que ce soit dans leur service client, que ce soit dans leur R&D. On déploie des agents, c'est un petit peu le shadow IT qu'on a retrouvé au début du Oui. cloud, qui arrive encore de nouveau sous une nouvelle forme avec ces agents. Et donc, bien évidemment, il faut les gouverner, assurer cette gouvernance qui a permis à un agent IA d'accéder à ces données en back-office ou à ces applications. Donc, on est obligé d'assurer cette même traçabilité comme on le fait pour un utilisateur. Et donc, on est très fiers de pouvoir d'ores et déjà livrer ces solutions. Alors justement, j'ai entendu parler d'appliquer le principe de moindre privilège à une IA, donc qui a besoin par nature d'explorer et d'apprendre. Comment on fait ? Est-ce que c'est pas quelque part la contraindre, la limiter, que de mettre justement ce principe de moindre privilège ? Écoutez, c'est dans la suite logique de toute façon des entreprises qui ont lancé la plupart d'entre elles des chantiers Zero Trust, hein, qui visent effectivement à donner juste le privilège nécessaire pour effectuer la tâche. Ce qui est vrai pour les employés, ce qui est vrai pour les partenaires de l'entreprise qui accèdent au système d'information, doit également être appliqué aux agents, à l'agentique AI, qui accèdent à des données qui peuvent être extrêmement sensibles. Et au contraire, il faut bien veiller à contrôler les accès qui sont donnés à ces agents. Parce que finalement, ces agents pourraient parfois peut-être dépasser ça. Il y a des accès qui sont un peu plus confidentiels que d'autres. Pourquoi ça pose tant de problèmes finalement ? Ça pose problème parce que quelquefois, ces agents viennent par les métiers.
qui ont en tête l'efficacité, soit dans leurs opérations, hein, être plus efficace, gagner en productivité, assurer un meilleur service client. Et donc, on peut être quelquefois, pour servir très rapidement, on va bypasser des principes de sécurité qui sont néanmoins indispensables à l'IA, pour l'IA comme pour les employés. Aujourd'hui, finalement, toutes les entreprises reposent encore sur un grand annuaire, souvent l'Active Directory, donc comme source unique pour vérifier justement les identités. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les 3-5 prochaines années, finalement, le modèle change et qu'on se retrouve peut-être avec des outils qui permettent à chacun de gérer sa propre identité? Alors sur la partie, effectivement, on se rejoint sur la partie, annuaire centrale, qui est présente dans les entreprises, hein. Il y a une réalité donc nous on prend en compte évidemment, le niveau de maturité de nos clients. Ces annuaires centraux, les entreprises, on va dire les annuaires LDAP, hein, elles ont plutôt tendance effectivement à quitter ce monde-là pour aller sur des architectures, beaucoup plus modernes, qui va leur donner l'agilité pour pouvoir proposer des services plus rapidement à leurs clients ou à leurs partenaires. Donc cette transformation, elle va impliquer de mettre en place, encore une fois, de nouveaux outils et d'avoir de l'agilité, mais surtout une connaissance 360 de l'ensemble des identités. Et ce référentiel d'identité, nous, on a la vocation, tout à fait de manière tout à fait humble, d'être ce référentiel qui va permettre de piocher les données des systèmes RH, mais aussi toutes les données présentes dans les applications, dans les serveurs, ce qu'on appelle les identités non humaines, hein. Ça peut être aussi les clés de protection des accès sur les API, les API. Et donc on va constituer ce référentiel. Et à partir de ce référentiel, on va donner une vision 360 des risques. Et ça, c'est essentiel pour les entreprises en 2025 parce que simultanément, elles sont sous la contrainte de nouvelles réglementations. J'étais encore ce matin avec un établissement financier qui doit se transformer parce que les contraintes réglementaires sont toujours omniprésentes. On peut parler aussi du secteur de la pharmacie qui toujours plus demande une traçabilité des actions et qui a fait quoi dans les systèmes d'information. Et ça, c'est notre métier. Alors justement, face à la remise en question du modèle de cybersécurité périmétrique, on a pu entendre la phrase "Identity is the new perimeter". Aujourd'hui, on voit apparaître le slogan "Workflow is the new identity". Quelle est la bonne approche selon vous? Il faut combiner les deux. C'est-à-dire? Donc effectivement, l'identité, c'est le cœur de la sécurité parce qu'en fait, l'identité, elle permet d'accéder à des données, d'accéder à des applications et c'est cet accès qu'il faut mettre sous contrôle et c'est ce que nous proposons. Et puis donc, comme je l'ai dit, il y a des workloads, hein, des applications, des applications cloud, ce qu'on appelle aussi également les comptes de service qui peuvent accéder à des données sensibles et donc effectivement, il faut les contrôler, savoir ce compte de service qui accède à une donnée sensible, qui a donné cet accès, est-ce qu'il n'est pas temps de le révoquer, etc. Et donc c'est un sujet essentiel, ça ne s'oppose pas, ça se complète, hein. J'aimerais qu'on revienne sur une actualité récente, notamment ce qui s'est passé avec Marks& Spencer et Coop, qui aurait exploité le reset de mot de passe du helpdesk pour accéder à des comptes de privilèges sur des services SaaS, sans phishing ni compromission. Typiquement, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle ère de l'attaque par les gestions des identités? Effectivement, donc là, il y a de nombreuses études qui révèlent que 70% des attaques sont faites à partir de l'usurpation d'identité. En fait, on peut usurper une identité, mais si ça ne donne pas l'accès à des systèmes sensibles, le risque est finalement assez minime. Donc c'est important de lier l'accès avec la gouvernance des entités. Et donc la gouvernance, encore une fois, c'est contrôler qui a accès à quoi et qui a donné cet accès. D'accord. Et effectivement, en assurant le bon contrôle de ces processus au sein d'un référentiel, comme je l'ai dit, unique, qui va être capable d'englober l'ensemble des identités, humaines et non humaines, on va être capable d'avoir une vision 360 des risques et de prendre les décisions en conséquence et éventuellement, dans le cas d'une attaque qui va être détectée, être capable de couper les accès. Donc, ce qu'il faut retenir dans la cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas une solution qui peut permettre d'assurer une exclusivité à 100% du système d'information. C'est une combinaison d'outils. Et donc, un des enjeux que nous avons et qu'ont nos clients, c'est de pouvoir intégrer nos plateformes avec le reste du système d'information, avec le reste des solutions de sécurité, que ce soit des solutions d'EDR sur le poste de travail ou des solutions de protection du cloud. Alors, je comprends que certaines réglementations et régulations, notamment DORA, vient demander à imposer un suivi de la gouvernance dans la gestion des identités. Comment ça impacte votre travail au quotidien, ça?
Bah, c'est un déclencheur des projets chez nos clients qui Donc effectivement, ça fait un changement, c'est ça? oui, c'est un changement et en fait, ça incite, les clients à rechercher de nouvelles solutions parce que, les solutions qui sont en place, elles ont été conçues, pour des problèmes d'il y a 4 ou 5 ans et ils ont eu beaucoup de mal à évoluer. Donc la réglementation évolue, mais aussi le paysage applicatif évolue, l'adoption du cloud s'accélère et donc il est temps d'aborder ce sujet-là avec une nouvelle vision qui est d'assurer cette visibilité des identités et surtout d'être capable de relier les risques associés à ces identités. Donc c'est cette corrélation qui va permettre de, répondre à des nouvelles réglementations, telles que DORA, c'est-à-dire j'ai ma cartographie des risques et je sais le relier à des accès à des identités. Alors justement, la gestion des identités, finalement, c'est pas tant que ça un nouveau sujet. C'est un sujet quand même qui est ancien, dont on a beaucoup parlé. Pourtant, il refait surface aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi on en reparle autant? Parce qu'on évoquait les chiffres tout à l'heure, hein, 80% des attaques se font à partir d'usurpation d'identité, donc ça remet l'identité au cœur du système. Et puis le système craque, hein, les entreprises ont pensé qu'avec les systèmes en place, pour des environnements qu'on qualifie d'aujourd'hui, qu'on qualifiait par le passé d'on-premise, hein, donc j'ai le plein contrôle de mon système d'information, mon réseau n'est pas ouvert vers l'extérieur, donc cette solution-là est parfaitement adaptée. Le réseau ouvre l'entreprise vers l'extérieur, vers ses partenaires, vers ses clients. J'adopte de nouvelles technologies qui sont dans le cloud. J'ai des systèmes hybrides. Ça ajoute beaucoup de complexité qui fragilise les solutions du passé. Et en plus, ces solutions-là, bah, les éditeurs, les fournisseurs de solutions les abandonnent parce qu'ils migrent vers le cloud. Donc les clients se retrouvent avec des solutions, on va dire, qui étaient adaptées à des problèmes d'il y a 10 ans, qui n'ont pas évolué et qui en plus arrivent en fin de vie, donc qui ne sont plus supportés. Donc il faut préparer le changement et il faut adopter des solutions modernes pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et qui vont se poser dans 3 ou 4 ans, parce que dans 3 ans, même avant, on va dire dans 2 ans, les agents IA seront répondus de manière beaucoup plus importante que ce que l'on voit aujourd'hui. C'est encore, on va dire, des expérimentations et là, ça va être déployé massivement. Vraiment, l'image, c'est 1995, 95-2000, le début d'Internet, beaucoup de personnes qui voulaient comprendre, et puis 5 ans plus tard, il y avait l'émergence d'Amazon, qui est devenue la société que l'on connaît. Donc il y a une transformation massive des technologies, et il faut bâtir des solutions qui vont être capables de passer à l'échelle par rapport à ces nouveaux problèmes. Alors, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, le zéro trust. Alors, le zéro trust semble être quand même quelque chose d'assez difficile à atteindre pour les sociétés. Je veux bien votre avis sur la question. D'ailleurs, l'ANSSI a même mis en place en fait un guide pour implémenter le zéro trust. Est-ce que c'est quelque chose vraiment d'atteignable ou pas? Alors, je pense que c'est très bien avancé sur la partie, on va dire, infrastructure, au niveau de la gestion de l'infrastructure technique du système d'information. Donc, ça, c'est vraiment très, très mûr, notamment au niveau du réseau, au niveau de la gestion de l'infrastructure, de la gestion des applications dans le cloud. Par contre, ce qui reste, c'est d'élever le zéro trust au niveau de l'application. Est-ce que j'ai la nécessité absolue de conserver un compte qui va permettre de créer un fournisseur dans SAP, par exemple? Est-ce que finalement, j'ai le droit de créer un fournisseur, je le crée, puis après on m'enlève le droit parce que j'ai plus à créer ce fournisseur, et on ne crée pas des fournisseurs tous les jours dans les systèmes d'information, donc on va créer à la demande, donc on va faire moindre prix. Par défaut, tu n'as pas le droit de créer un compte fournisseur, et avec Cvint, on va pouvoir dire, certes, mais pendant une période de temps donnée, pendant cette matinée, pendant 2 heures, je te laisse la possibilité de créer des comptes fournisseurs et après je t'enlève le droit. Le fait de pouvoir donner un accès juste nécessaire pendant une période donnée pour pouvoir créer un compte fournisseur va permettre d'éviter des fraudes, la fraude du président, où je vais payer une facture à un fournisseur qui est Qui bidon. n'est pas fait, qui est pas véritable en réalité. Alors, est-ce qu'on peut réellement distinguer justement la gestion des identités clients de la gestion des identités utilisateurs, et peut-être également comment on fait pour distinguer la gestion des identités humaines de la gestion des identités non humaines? C'est en train de fusionner, hein, clairement, encore une fois, on voit ce besoin, et à la fois au niveau de la réglementation, des auditeurs, d'avoir cette vision 360 des identités, et après on va classifier cette identité comme interne, des prestataires ou non humaines,
avec des workloads que vous avez cités dans le cloud, ou éventuellement des agents, agentiques. Donc on va voir cette catégorisation des identités qui est demandée par nos clients et que nos solutions permettent d'offrir. Alors ma dernière question, plus de 80% des connexions SaaS échappent déjà au contrôle de l'IT selon plusieurs sources. Est-ce que l'essor des identités machines et des agents IA autonomes va-t-il vraiment amplifier le phénomène de shadow identity? Ben oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, ce qui freine l'adoption de l'IA, c'est donc passer le cadre de l'expérimentation à la généralisation, mais c'est aussi le fait que l'IA vient de tous les fournisseurs. Vous prenez une solution de CRM, elle a son agent IA. Vous prenez une solution ERP, elle a son agent IA. Vous prenez un fournisseur cloud, il vient avec sa solution IA. Les outils de collaboration, de messagerie, Copilot, hop, l'IA. Donc autant de fournisseurs de solutions logicielles, autant d'agents IA. Donc là, ça prolifère. Donc le problème, il s'expose. Et c'est pour ça que les solutions modernes doivent également adopter l'IA pour gérer cette nouvelle complexité. On passe le ratio entre identité humaine et non humaine. Les études disent 1 à 40, 1 à 80. Donc une entreprise qui a 100 000 employés, elle va se retrouver avec 4 millions, 8 millions d'identités non humaines qu'il va falloir contrôler. Il va falloir avoir recours à l'IA pour pouvoir contrôler toutes ces identités. Ça, c'est pour ça qu'on a compris ce sujet-là depuis très longtemps et qu'on a des solutions qui sont d'ores et déjà disponibles pour les traiter. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Pruvot pour justement cet éclairage sur la gestion des identités. Donc, je le rappelle, vous êtes Regional VP Europe du Sud auprès de Savint. Et donc, pour le public qui nous suit, j'espère que le contenu vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus justement sur cette question de gestion des identités, vous pouvez aller sur le site internet de Savint ou d'ailleurs, vous pouvez retrouver Jean-François Pruvot sur LinkedIn. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de partager. Et puis, je vous dis à notre prochaine émission de l'Angle d'attaque de Risque Intel Média.